24 février dernier. On l'a prise, on l'a filmée. D'où vient-elle? Où va-t-elle se poser? Va-t-elle provoquer un accident? Va-t-elle tomber sur quelqu'un qui se promène, qui, boum, reçoit une boule de feu sur la tête? Eh bien, toutes ces questions, on va les poser. Et tout de suite, j'appelle Brigitte Zanda. Applaudissez-la parce que c'est une chercheuse extraordinaire qui a très très envie que quand vous partirez d'ici, eh ben, elle aura très très envie que vous veniez lui poser des questions. Alors, Brigitte Zanda, qu'est-ce que c'est là C'est une caméra comme celle avec laquelle on a fixé ce bolide, on a filmé ce bolide. Ah d'accord, parce qu'on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on arrive à filmer un moment aussi éphémère. On ne sait jamais quand ça va se passer, donc c'est avec ce type de caméra, c'est quoi? On en a installé une centaine en France, c'est le réseau Fripon de caméras, le réseau Fripon. On a installé une centaine de caméras qui surveillent le ciel en permanence. Ouais. Et elles nous servent à détecter les bolides. Et puis avec ça, on va essayer de reconstituer leur trajectoire. Quand on voit un bolide avec plusieurs caméras, on essaye de reconstituer leur trajectoire. La caméra, elle voit sur 360 degrés sur un demi-cercle. Comme là, par exemple. Si vous levez la main, on va vous voir. Allez-y. Allez, levez les mains. Je les vois pas les mains, elles sont où? On va voir ma main qui est plus proche. Tiens, ben... Ça arrive qu'on voit des araignées et des oiseaux aussi. Hein. Oui. Donc là, il y en a une centaine disposées en France. Et donc, quand il y a une caméra qui capte un bolide comme ça, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, la caméra, elle a un ordinateur derrière qui dit « Ah, il s'est passé quelque chose » et il va garder cette séquence de données, il va nous l'envoyer et à partir de ça, on va s'en servir pour calculer la trajectoire, pour savoir d'où vient cette météorite et surtout où elle est tombée pour pouvoir aller la rechercher sur le terrain. Et alors, qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui, un mois plus tard? C'est un événement extrêmement récent. Est-ce qu'on a déjà des résultats? Pas encore tout à fait. C'est juste en cours en ce moment à l'IMCCE, à l'Observatoire. On est en train de faire les calculs pour savoir si elle est tombée. Si elle est tombée quelque part, si elle a touché le sol? Et où? Et à ce moment-là, on pourra essayer d'aller la chercher. Et est-ce que vous avez aussi une indication, rien qu'en la voyant, sur sa provenance? Non, sur sa provenance, pas encore. Il faut vraiment faire les calculs, savoir si elle vient du système solaire proche, au contraire de beaucoup, beaucoup plus loin. Ça, c'est vraiment un calcul. Et puis, savoir vraiment où elle est tombée. Et ça, il faut tenir compte du vent au moment où elle est tombée, parce qu'elle peut se balader un petit peu avec le vent. Et avec ça, on reconstruit. Comment dirais-je? C'est une question que je me pose très souvent. C'est trouver une météorite qui est tombée sur le sol. Comment on fait? Ah, ça, c'est très difficile. Déjà, il faut savoir la reconnaître et puis après, il faut chercher. Alors, on entraîne des gens, en fait, pour aller les chercher. C'est ce qu'on voit là. C'est un film qui est fait par François, le responsable du réseau, qui est assis ici, là. Et les petits bonshommes que... C'est un film en accéléré, hein, c'est des photos qui sont mises en accéléré. Ils sont en train de chercher des cailloux qu'on a cachés sur le terrain pour voir s'ils sont capables de les retrouver. Donc ils font une battue, quoi, comme les chasseurs pour traquer le gibier. Là, on traque des météorites. Très bien. Merci Brigitte. Et tout de suite, je voudrais appeler Emmanuel Jacquet. Emmanuel, bonjour. Emmanuel Jacquet, vous êtes cosmochimiste ici aussi au Muséum, dans cette magnifique maison qui nous accueille aujourd'hui. Et vous venez avec un gros caillou. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un morceau de la météorite d'Allende, donc qui est tombé au Mexique en 69. Mais c'est comme s'il venait de tomber, en fait. Hein, vous voyez. Oui, là, il y a Brigitte qui le filme de près. Oui. Bon, alors, décrivez-moi ce caillou-là, parce que pour moi, c'est un caillou ordinaire. Hein. Ordinaire? Non, c'est pas possible. Non. Ce qu'on reconnaît bien, c'est qu'on voit qu'à la surface de la pierre, on a une croûte noire. Alors là, ça dépend de l'orientation de la lumière. Regarde, mais on voit une croûte noire à la surface qui est due à la traversée
de l'atmosphère. Parce que comme on a vu dans le film, c'est une traversée à haute vitesse qui génère un gros bolide à haute température. Et donc toute la surface de la météorite fond et se vaporise. Et donc quand la météorite arrive sur Terre, elle est un reste de cet épisode de fusion et de vaporisation, cette petite croûte là. Et donc ça, c'est un des critères importants pour reconnaître une météorite. Mais il n'empêche que si c'est sur le bord du chemin, moi, je vois pas, je vais pas me dire, oh, voilà une météorite, hein, c'est pas évident quand même. Ah ben, faut faire gaffe, hein, c'est sûr, mais... Vous en avez trouvé, vous, comme ça? Moi, surtout dans les tiroirs du muséum, mais quand je serai grand, j'irai peut-être les chercher dans les déserts, on les reconnaît bien, etc. Ouais. Désert ou au pôle Nord, parce que justement, on les reconnaît, là. On les reconnaît bien, et elles sont bien préservées, parce que le problème d'une météorite, c'est que la Terre, c'est quand même affreusement hostile, les météorites, ça rouille avec le temps, tandis que dans les déserts, ou dans chaud ou froid, les météorites, ça se préserve mieux, donc on a plus de chances d'en trouver. Alors, dites-moi, vous vous intéressez aux météorites, vous êtes vraiment tombé dedans, quoi. Depuis quel âge? Eh bien, depuis ma 10e année, donc j'étais un peu plus jeune peut-être que l'auditoire qui est là, mais moi les météorites, ça m'intéresse parce que d'une part, je m'intéressais à l'espace, par définition, je vois pourquoi on devrait expliquer ça, et puis je m'intéressais aussi aux pierres précieuses, aux minéraux. Et donc les météorites, ce sont des messagers minéraux qui viennent de l'espace, donc ils combinent tous les avantages de ça. Donc j'étais évidemment assez fasciné. Et c'est vers cette époque que j'ai vu mes premières météorites. Moi, je me souviens de la première que j'ai vue, c'était au musée de l'école des mines, c'est pas loin d'ici. C'était une météorite métallique, une grosse météorite comme ça, une partie était coupée. Je me souviens avoir touché, à caresser la surface qui avait été polie, et j'ai réfléchi longtemps à ce que j'allais faire de ce doigt qui avait peut-être touché un peu de poussière d'étoile. Bon. Et puis l'année d'après, il y a eu cette exposition sur les météorites au muséum, qui est celle d'avant, celle qu'on a en ce moment. Donc ça n'a pas arrangé mon addiction. Oui, alors vous êtes très intéressé par la composition chimique des météorites. Qu'est-ce qui vous passionne là-dedans? Ce qu'il faut bien comprendre et entendre, si j'ai le micro, c'est que les météorites n'ont pas changé depuis le début de l'histoire du système solaire. Donc ce sont vraiment les blocs de matière avec laquelle sont faites les planètes et la Terre. Mais si vous contentez de ce qu'il y a sur Terre, vous ne pouvez pas connaître l'histoire de la Terre, parce que la Terre est quelque chose d'affreusement évolué. Donc si vous voulez savoir quel était l'état des blocs primitifs des planètes qui tournent autour du Soleil, vous avez besoin de regarder les météorites. Ce sont les vestiges de nos origines. Merci Emmanuel. Vous pouvez vous asseoir là. Tout de suite, j'appelle Pascal Nouvel. Ouais, on l'accueille, Pascal Nouvel. Alors, c'est un peu le cirque, hein, les Laborigines, c'est toujours comme ça. Hein. On s'amuse. Alors vous êtes philosophe, et je dois dire, vous êtes professeur à l'université de Tours. Et pourquoi vous êtes là? C'est parce qu'au Laborigines, on adore des philosophes comme vous qui s'intéressent à la question des origines. Qu'est-ce qui fait que nous nous intéressons tellement à la question de savoir d'où on vient? Et puis aussi parce que vous vous intéressez beaucoup à toutes nos petites émotions ou nos grandes émotions et comment ça interagit en particulier sur l'âme du chercheur. Est-ce que ça l'aide dans sa recherche d'avoir des émotions? Oui, c'est ça, le travail par lequel j'ai commencé à m'intéresser à la philosophie, en fait, concernait non pas les origines, nos origines, mais l'origine de notre savoir. Comment trouve-t-on, comment cherche-t-on, en fait, à accumuler ce savoir qui nous amène maintenant à connaître d'où viennent ces météorites, par exemple, et ce qu'elles sont, et puis ce qui est évoqué à l'instant, c'est-à-dire comment elles nous permettent de reconstituer notre propre histoire. Ça, lorsque nous faisons ça, nous sommes guidés par une passion, et cette passion m'a intéressé, oui. Et alors, qu'est-ce que vous pensez justement des Laborigines où on essaye de mélanger les artistes et les scientifiques? Eh bien, le point commun de tout ça, évidemment, c'est la passion, c'est l'émotion, le sentiment, les affects, ce que les philosophes appellent souvent les affects, c'est-à-dire des choses qui entraînent un individu à se concentrer sur un sujet parfois très ésotérique. Il était question de désert à l'instant ou de l'Antarctique.
pour aller passer du temps. Je connais bien Mathieu Gounel qui a organisé l'exposition à côté, c'est un ami. Et je sais qu'il a passé plusieurs semaines, plusieurs mois en Antarctique pratiquement seul. Pour faire ça, il faut évidemment être mu par une passion. C'est cette passion qui m'intéresse. Et ça vous dirait pas, vous, d'aller comme ça dans cette espèce de solitude des grands déserts, comme le désert d'Atacama au Chili ou même dans le Grand Nord? Ça doit, la recherche justement d'objets venus de l'espace, ça questionne quand même. Bien sûr, mais j'aime bien aussi regarder les photos. Je trouve que les photos sont une bonne indication. Bon ben allez vous asseoir alors, allez vous asseoir. Oh non, ils sont terribles ces intellectuels. Alors, merci, on l'applaudit bien sûr. La chose qui est très très difficile à faire passer auprès de nos imaginaires à tous, c'est l'immensité de l'univers. Parce que l'univers est immense. Alors on pense que la Terre déjà est immense. Depuis qu'on peut voir la Terre dans l'espace, alors à ce moment-là, on comprend que la Terre est une planète comme les autres planètes. Et puis on s'aperçoit que la Terre est finalement une petite planète comparée à beaucoup de celles qui tournent autour du Soleil. Et puis alors on se dit, tiens, mais autour du Soleil, on ne connaît même pas encore toutes les planètes, on découvre encore des tas de choses tournant autour du Soleil, tellement le système solaire est immense. Et pourtant, le système solaire est bien petit comparé à la galaxie tout entière, habitée par 100 milliards ou plus d'étoiles. Chaque étoile, et pour beaucoup, enfin pas chaque, mais beaucoup de ces étoiles ont des systèmes planétaires aussi qui tournent autour d'elles. Et puis quand on prend la galaxie, la simple galaxie, et que l'on s'aperçoit qu'il y en a des centaines de milliards, et que l'univers a 13 milliards 800 millions d'années, on ne peut plus rien se représenter. Ce sont des chiffres trop grands. Donc, revenons vers notre système solaire, nous allons le découvrir.
Barbara. J'en profite pour vous présenter Cédric Perras au son et Chloé Champion à l'image. Ils font tout en direct, hein, et tout en plus ou moins en improvisation quand même. Alors tout de suite, je voudrais interpeller... Où il est passé notre philosophe? Il va revenir? Ah bon, parce que j'allais prendre sa place du coup. Alors, mais de toute façon, je voudrais d'abord vous interpeller, Brigitte Zanda et Emmanuel Jacquet, sur l'histoire de la formation du système solaire. Parce que vous, les météorites, c'est ça qui vous intéresse. C'est trouver la clé qui a permis au système solaire de se construire, de se fabriquer. Donc le Soleil, avec son régiment de planètes, on en compte 8 ou 9, ça varie parce qu'il y en a qu'on déclassifie en tant que planètes et tout ça pour dire que tous ces objets qui tournent autour du Soleil, eh bien, on a encore beaucoup de choses à en apprendre. Alors, on commence par quoi? Peut-être par la question, qu'est-ce que c'est qu'une étoile? Qu'est-ce que le Soleil? Oui. Qu'est-ce que le Soleil? Qu'est-ce que le Soleil? Qu'est-ce que le Soleil? Effectivement, c'est une étoile. Donc ça veut dire que c'est un réacteur nucléaire. C'est-à-dire que c'est une machine qui transforme des protons, des noyaux d'hydrogène, en hélium. Et ce faisant, le Soleil, c'est une boule de matière qui a tendance à s'effondrer sur elle-même, mais aussi par cette luminosité qu'elle émet, le Soleil a tendance à se dilater. Donc c'est une espèce d'état d'équilibre, en fait. Et tant que le Soleil aura du carburant au centre, c'est-à-dire de l'hydrogène, et tant qu'il va pouvoir brûler son hydrogène, il va rester dans un état stable et il va briller. Mais le jour où il n'aura plus d'hydrogène, il va commencer à se dilater, et puis il va brûler un moment son hélium, et après il va finir sa vie en se dissipant littéralement dans l'espace. C'est une vie assez lente, hein, c'est une vie assez paisible, assez longue, et qui finit assez paisiblement. Mais les étoiles plus massives vont avoir une évolution beaucoup plus rapide, beaucoup plus brutale. Ça veut dire quoi? Par exemple, le Soleil, c'est une petite étoile normale. C'est une petite étoile normale. Qui va sans doute mourir d'ici 5 milliards d'années. 4 milliards d'années, hein, vous inquiétez pas trop, on aura le temps de mais c'est une petite étoile qui va mourir un peu de la manière que vous venez de décrire, là? Oui, c'est-à-dire assez paisiblement, en fait. Hein. Elle va d'abord se transformer en géante, c'est-à-dire que sa matière va s'étendre, le Soleil va englober la Terre, hein, ça va être extrêmement inconfortable à ce moment-là, mais on ne sera plus là, donc qu'on se rassure. Hein. Et puis, le Soleil va finir sa vie comme ça, en perdant une partie de son matériau dans l'espace. Et de cette manière, il va rejeter un peu d'hélium dans l'espace. Mais finalement, le Soleil, c'est une étoile qui ne va pas fabriquer beaucoup de noyaux. Ce sont les étoiles plus massives qui vont fabriquer des éléments plus lourds et qui vont ensemencer l'espace et qui font qu'il y a ces noyaux qui nous constituent, qui constituent la matière, qui constituent la Terre, qui constituent les planètes. Et qui constituent les vivants, qui nous constituent tous. Absolument. C'est-à-dire que nous sommes vraiment faits d'une matière qui a été un jour fabriquée par les étoiles. Absolument. Nous sommes de la poussière d'étoiles. Tous nos atomes ont été fabriqués dans des étoiles qui ont vécu avant la formation du Soleil. Ouais. Et puis ces étoiles ont aussi fabriqué des petits grains, et des petits grains individuels qui ont survécu, et certains qu'on va pouvoir retrouver dans les météorites. Je crois que c'est Emmanuel qui va nous raconter ça. Oui, on trouve c'est une minorité dans les météorites maintenant, mais on trouve un peu de quelques petits grains comme ça qui sont tout petits, hein, vraiment tout petits. Ils font 1 micromètre. 1 micromètre, c'est 1/1000 de millimètre. Donc c'est les premiers petits objets où cette matière, c'est des petits grains qui ils se sont formés quand les étoiles sont mortes. Hein, donc soit il y a une explosion, soit les étoiles s'effeuillent. Et donc évidemment la température de cette matière qui est au départ complètement gazeuse diminue. Et puis quand elle est suffisamment diminuée, les atomes lourds vont pouvoir se combiner entre eux et donc on a une condensation. C'est comme un peu des flocons de neige qui se forment. On a ces petits grains minuscules qui se forment. Et donc c'est des petits grains qu'on trouve dans certaines météorites. C'est des grains qui datent d'étoiles avant la naissance du Soleil. Déjà avant la naissance du Soleil. Et oui, puisque nous avons hérité, notre Soleil, notre système solaire a hérité de tous les atomes, de toute la poussière qui est constituée de ces atomes, qui ont été produits dans les générations antérieures d'étoiles. Parce que ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que le Soleil, il ne s'est formé que 8 milliards d'années, 9 milliards d'années après le Big Bang. Donc s'en est passé des choses entre les deux. Oui. Mais alors, ces petits grains ont joué un rôle important dans la formation du système solaire?
Ces petits grains présolaires, comme vous les appelez. Eh bien, au départ, toute la partie solide de la matière qu'on a dans le milieu interstellaire, donc entre les étoiles, c'est du gaz, mais aussi donc, on a de la partie solide, c'est ces grains présolaires. Donc, toute la matière solide, au départ, est passée sous cette forme. Seule une petite partie a survécu sous cette forme jusqu'à nos jours, mais au départ, c'était la forme qu'avait toute la matière. Là, c'est un petit grain présolaire. Ah bah, voilà. C'est un petit grain présolaire. Ça, c'est une micrométéorite. Ça peut compter. Oui, on n'y est pas encore, hein, avec vos petits grains microsolaires. Mais de toute façon, on n'a pas d'image de ces petits grains. Si, mais c'est pas des images très jolies parce qu'on a besoin de microscope. Et ça, c'en est une. Ah, bah voilà. Ouais, mais alors ça, c'est grossi à combien, là? C'est énorme. Bah, voyez, la petite barre, là, elle fait 1 micromètre. Ouais. 1 millième de millimètre. Ce sont des choses minuscules. Hein, donc dans l'espace interstellaire, on a vraiment de la poussière minuscule. Et ensuite, c'est au sein de cet espace interstellaire qu'on a des nuages de gaz et de poussière qui sont plus denses que les autres. Et c'est là qu'on peut avoir la formation de nouvelles étoiles. Et en particulier, il y a 4,5 milliards d'années, qu'on a eu la formation du Soleil. Et donc, ce qu'on a dans ces grands nuages, on a des zones qui sont plus denses que les autres et qui vont s'effondrer, se contracter sous l'effet de leur propre gravité. Donc à l'époque, c'est un moment où il n'y a pas de réaction qui puisse empêcher ça. Donc ces gros nuages sont très très gros. Je veux dire, il faut la lumière au départ, mais peut-être des années à les traverser. C'est vraiment très très gros. Des millions de kilomètres. Ces nuages vont s'effondrer sur leur propre gravité. Donc le centre va devenir de plus en plus dense et va donner naissance finalement à l'étoile lorsqu'elle va pouvoir allumer ces réactions dont a parlé Brigitte Zanda. Mais aussi une autre chose importante qui va se passer lors de cet effondrement. Et pour cela, j'ai besoin de nos danseurs. Ils sont là, sauf si vous voulez une équation du théorème du moment cinétique, vous avez le choix. Ce qui se passe, c'est que ces grands nuages qui vont s'effondrer, au départ, ils ont toujours forcément un petit mouvement de rotation. Mais lorsqu'ils se contractent, lorsqu'ils deviennent de plus en plus petits, leur mouvement de rotation va s'accélérer. C'est un peu ce qu'on voit lorsqu'on a des patineurs qui ramènent leurs bras vers eux, ils tournent de plus en plus vite. Et donc, ce qui va se passer, c'est que notre nuage qui s'effondre va tourner de plus en plus vite, et il va se passer pour ce nuage la même chose qui se passe pour la pâte à pizza d'un pizzaiolo. C'est-à-dire que ce nuage va s'aplatir, et donc va former un disque de gaz et de poussière autour du Soleil. Donc toute la matière du nuage qui a donné naissance au système solaire ne va pas aller droit au centre dans le Soleil, il va y avoir un disque de gaz et de poussière. Donc ce qu'on appelle un disque protoplanétaire ou disque d'accrétion, etc. Et donc c'est dans ce disque que se sont formés les différents astres qu'on voit aujourd'hui autour du Soleil. Et la façon dont ils sont formés, eh ben c'est un effet boule de neige. Au départ, on part de quoi? On part de la petite poussière de la taille qu'on a vue précédemment, hein, micrométrique, minuscule. Ces grains de poussière vont peu à peu se rentrer dedans. Vu que c'est beaucoup plus concentré qu'avant, vu que ça s'est contracté, il n'est pas étonnant qu'ils se rentrent dedans. Donc ils vont se coaguler. Et donc ça va former des choses de plus en plus grandes, des objets de taille millimétrique. Puis ils vont ensuite faire des astéroïdes de taille kilométrique, kilomètres, dizaines de kilomètres, centaines de kilomètres. Et puis ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Ils vont continuer ces astéroïdes vont continuer à s'agglomérer, et ça va former les planètes qu'on connaît aujourd'hui. Hein, donc les planètes entièrement rocheuses près du Soleil, les géantes gazeuses qui ont pu aussi capter du gaz loin du Soleil. Donc, on s'aime aussi entre étoiles et planètes et tout ça. En tout cas, les échelles de distance sont plus courtes. Hein. Oui. Donc il y a plus de chances de se rencontrer, vous voyez. Oui. Voilà. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que tous les astéroïdes ne sont pas passés... n'ont pas été avalés pour faire des planètes. Il en reste quand même qui ont été un peu sanctuarisés, par exemple entre Mars et Jupiter. Donc ça, c'est intéressant pour nous. Il existe aussi des astéroïdes qui sont formés beaucoup plus loin que ça, des astéroïdes qui sont au-delà de Neptune, qui est la dernière planète reconnue aujourd'hui, et c'est des astéroïdes qui sont un peu glacés. Alors la plupart du temps, on ne les voit pas, hein, ils sont super loin. Mais de temps en temps, ils sont envoyés près du Soleil à cause de certaines perturbations, et c'est ça qui donne naissance aux comètes, parce qu'une partie de leur glace... Alors là, Chloé est en train de montrer un objet tout à fait surprenant, qui en fait... racontez l'histoire de cet objet en forme de cigare. Ou moi.
Eh ben c'est un Ça astéroïde. s'appelle mais Ou qui, moi, lui- moi. Oui, mais non, pas moi, mais Ou moi, c'est son nom. Parce qu'il a été découvert à Hawaï, donc c'est un nom hawaïen. Et cet objet absolument extraordinaire, c'est un astéroïde, effectivement, mais qui n'est pas formé à l'intérieur du système solaire. C'est un objet qui a été éjecté depuis son étoile, et puis qui s'est promené, et puis qui est venu nous rendre visite, là, relativement récemment. Il y a eu à peu près un an, hein, il y a moins d'un an, en fait, qu'il a été observé. Octobre. C'était au mois d'octobre, voilà, c'était au mois d'octobre. Pour l'expo. Et on a eu le temps, pour l'expo, et on a eu le temps d'observer cet objet d'origine interstellaire C'est et la qui va première probablement repartir. C'est la Mais première comment fois. vous savez qu'il est d'origine interstellaire? C'est sa trajectoire. En fait, comme nous, on reconstitue les orbites des météorites, donc leur trajectoire, et on peut dire de quelle partie du système solaire ça vient. Là aussi, en suivant cet objet pendant longtemps avec des télescopes, on voit qu'il a une orbite qui est complètement excentrée et qui provient de très très loin à l'extérieur du système solaire et non pas à l'intérieur, et qui ne provient pas du système C'est solaire. la première fois qu'on découvre un objet comme ça? Oui, C'est étonnant, quoi. c'est incroyable. Ah, on aurait très envie de l'échantillonner, mais là, Oui. il part un peu vite, quoi. T'y vas? Alors là, Là, je suis occupé. faut bien dire que c'est une représentation d'artiste, Bien parce sûr. que vous n'en avez pas d'image. Donc comment vous captez? C'est des objets comme ça, vous les photographiez pas? Vous Non, pouvez- c'est avec des télescopes. On les voit de loin. Ah, Et alors, quand même, la oui. raison pour laquelle on pense qu'il avait la forme bizarre qui est là, c'est que son éclat change beaucoup avec le temps. Et donc on pense qu'il tourne. Et donc de temps en temps, on le voit de côté entièrement allongé. De temps en temps, il nous montre que son petit bout, son petit sommet. Et donc il y a beaucoup moins d'éclat de lumière qui nous vient. Donc on pense que c'est pour ça, hein, que c'est comme ça qu'on a inféré la forme allongée et bizarre de ce truc. Mais alors donc, pour revenir au système solaire, les planètes se sont formées comme ça par tous ces petits grains se sont rassemblés, Oui. puis il y en a d'autres, des plus gros qui sont, et puis c'est devenu des plus gros, et puis tout ça s'est bagarré au fond. Oui, c'est ça. Enfin, pas bagarré, c'est pas le mot, mais enfin. Ah, ça peut être violent, hein, les impacts. Oui, c'est hein. ça peut être très violent. Le dernier gros impact que la Terre a reçu, c'est celui qui a fait la Lune. C'était encore bien plus violent que ça. Ça, c'est un cratère qui fait seulement 1,2 km de diamètre. La météorite qui a fait ça faisait 50 mètres. Donc vous pouvez juger que c'est un cratère d'explosion. C'est extrêmement violent. Donc, Bah, avant qu'une météorite atteigne la Terre, il faut qu'elle soit vraiment très grosse. oh, pas forcément, il y a toutes sortes de tailles. Ouais. Hein, l'autre fois, on a vu une image de micrométéorite à la place d'un grain présolaire. Ça, c'est des petits grains qui viennent souvent de comètes, par exemple. Mais on peut avoir de toutes les tailles qui nous tombent dessus. Hein. Donc, il ne faut pas forcément être en dessous. Ça dépend de la taille, ça dépend de la trajectoire, ça dépend aussi de la compacité de l'objet. Une météorite qui est entièrement en fer a plus de chances de ne pas se fragmenter dans l'atmosphère et d'atteindre le sol qu'une météorite qui est en pierre ou qui est friable. Ouais. Ok. Alors donc c'est comme ça que se sont formées les planètes, c'est comme ça que s'est formée la Terre. Et la Lune, alors elle a une petite histoire aussi d'astéroïdes qui se sont percutés. Eh bien, j'allais la raconter parce que la formation de la Lune, en gros, c'est le dernier gros impact qu'a subi la Terre. Donc, on pense que la Terre a reçu l'impact d'un objet qui faisait peut-être la taille de Mars, ça c'est encore très débattu, et l'impact a éjecté beaucoup de matière, à la fois de cet objet que les gens ont baptisé Theia, parce qu'il faut bien lui donner un nom, et de la prototerre elle-même. Donc, on a tout un panache qui a été éjecté, qui a formé un disque. Un peu une reproduction en miniature du disque qu'il y avait autour du Soleil. Et ce disque s'est aggloméré pour former un seul objet, la Lune. Voilà, c'est la meilleure façon pour le moment qu'on ait d'expliquer toutes les propriétés de la Lune telles qu'on peut les déterminer par les échantillons qu'ont ramenés les astronautes. Et certaines météorites qui nous tombent directement dessus. Et puisque nous posons la question de la vie aussi dans ce Laborigines, le fait qu'il y ait ce couple Terre-Lune qui a cette distance et tout ça, permet à la Terre d'avoir un certain équilibre. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi elle est stable, par exemple, la Terre. Ça veut dire quoi? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une planète qui est stable dans son parcours ou dans son... C'est par rapport à l'inclinaison de son axe de rotation. C'est ça. C'est l'inclinaison de l'axe de rotation qui est la cause des saisons. Si l'axe de rotation était exactement perpendiculaire à notre orbite, on n'aurait aucune saison, par exemple. Et donc, si cet axe changeait d'orientation, on aurait un climat qui changerait beaucoup.
et donc on ne pourrait pas beaucoup s'y adapter. Or, le fait qu'on ait cette Lune, dont je ne connais pas les détails exactement, cette Lune qui est un gros satellite, si on compare aux autres satellites qu'on a les autres planètes, en général c'est beaucoup plus petit, en tout cas si on compare à la planète. Le fait qu'on ait une grosse Lune stabilise l'angle d'inclinaison de l'axe, et donc stabilise un peu les climats. Il change un peu, comme on le sait aussi aujourd'hui, mais beaucoup moins violemment que s'il n'y avait pas ce garde-fou sélénite. Pascal Nouvel, qu'est-ce que tout ça vous donne à réfléchir? Donc, je rappelle que vous avez été scientifique, biologiste avant d'être philosophe. Donc, tout ça, il y a un langage qui vous parle? Alors moi, ce qui me frappe, c'est que c'est des discours qu'on a cherché à élaborer depuis toujours, en fait. C'est-à-dire que les chercheurs qui aujourd'hui s'intéressent à des civilisations éloignées de la nôtre trouvent toujours, quelle que soit cette civilisation, quelle que soit cette culture, des discours sur l'origine. Alors, la particularité de nos discours sur l'origine, ceux qu'on vient d'entendre parmi quelques autres, c'est que... Explication scientifique, autrement dit. Ils sont scientifiques. Mais avant de disposer de la science, on produisait malgré tout des discours d'origine. Et ça s'appelait des mythes. Des mythes d'origine. On en trouve partout. Et donc ça signifie que le besoin de répondre à cette question d'origine précède la capacité d'y répondre. Et que c'est vraisemblablement un besoin de tout un chacun qui a été partagé par tous les humains qui sont venus sur Terre. Lesquels ont donné la réponse qu'ils pouvaient donner. Parfois c'était des réponses imaginaires, parfois c'était des réponses rationnelles. Par exemple, une réponse rationnelle, ça consiste à dire voilà une question à laquelle on ne peut pas répondre. Voilà une question qu'il faut oublier, qu'il faut abandonner. La réponse scientifique est différente. Elle consiste à faire des enquêtes, à faire des recoupements, à faire des analyses, à trouver des objets dont on essaye de voir d'où ils viennent, etc. Ça, c'est donc un troisième type de discours. Puis il y a encore d'autres philosophes. Évidemment, les philosophes vont toujours un petit peu plus loin. Ils se demandent d'où vient la question elle-même. Pourquoi est-ce que nous sommes des créatures qui se posent ce genre de questions? Voilà. Mais donc, voilà ce que ça m'inspire. Alors, en tout cas, quand vous dites effectivement que tous les hommes se posent cette question-là, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, est-ce que ça sert à quelque chose de souffrir, sont des questions philosophiques. Et toutes les générations, toutes les sociétés ont essayé de répondre, comme vous dites, à cette question. Mais il y a quand même, nous, qu'est-ce qui nous permet de penser que tous ces scientifiques disent la vérité? C'est peut-être un conte de fées tout aussi étonnant que... Alors, oui, parce que moi, je ne suis pas là pour prouver est-ce qu'ils disent la vérité? Le Big Bang et tout ça. Oui, est-ce qu'ils disent la vérité? C'est intéressant de voir ce que disent réellement les scientifiques, parce que là, on en a entendu seulement un. Mais en réalité, il y en a deux. Ah ben non, il y en a deux. Oui, c'est bien ce que je dis. Parce que je me disais, il y en a deux. Or, si on leur pose vraiment la question, si on les interroge un petit peu en détail, on va s'apercevoir qu'ils ne disent pas la même chose. On va se crêper le chignon avant la fin, il n'y a aucun souci. Enfin, Ils ne disent pas exactement la même chose. Autrement dit, il y a des hypothèses concurrentes. La caractéristique de tous les discours scientifiques sur l'origine, c'est qu'ils sont constitués d'hypothèses en concurrence. Oui. Et ça, c'est la part. Alors, donc, ça veut dire qu'on n'a pas accès à une vérité, mais à un ensemble de possibilités de choses qui auraient pu arriver. C'est le cas pour le Big Bang, c'est le cas pour la formation de la Terre, c'est le cas pour l'apparition de la vie, pour l'apparition de l'homme, etc. Il y a plusieurs hypothèses qui, tout en étant toutes scientifiques, ne sont pas en accord les unes avec les autres. C'est ça qui voilà, vient et donc avec on aurait la science, certainement, si on creusait la question... C'est qu'il n'y a pas de croyance absolue, c'est que toute hypothèse peut être remise en question, peut être balayée ou au contraire confortée. C'est une façon c'est une liberté de penser et de réfléchir le monde. La science vous donne des ingrédients pour créer votre propre représentation du monde. Et la représentation du monde qui nous vient aujourd'hui, pour moi, est bouleversante, puisque cette représentation du monde m'oblige
à penser que je fais partie d'un univers en perpétuelle évolution qui ne s'arrête jamais dans son évolution. Et ça, c'est la science qui apporte cette idée-là. Et quand on a compris ça, on ne peut pas se vivre de la même façon que si on vous dit, pour nommer aucune religion, parce qu'elles sont toutes dans l'ensemble assez, imposantes dans leur direction de pensée. Il faut penser comme ça et pas autrement. Et ça, la science, elle donne cette liberté. Oui, mais les mythes le disaient aussi. Hein. Si on prend un mythe comme la théogonie, il disait exactement la même chose. Il disait aussi que l'homme vient de la nature et aussi qu'il y a un lien entre le début, les choses du commencement et les choses actuelles. Donc de ce point de vue-là, la science n'est pas si bouleversante que ça. Elle ne fait que reproduire quelque chose qu'on a constamment cherché et constamment demandé dans les interrogations qu'on posait à la nature. Alors maintenant, je voudrais vous proposer de voir un petit film, parce que si au Muséum national d'histoire naturelle, il y a des chercheurs exceptionnels, ces chercheurs peuvent être aussi des artistes, des humoristes, ils peuvent avoir aussi, eux, envie de raconter leur passion par un biais différent que celui dont on a l'habitude qu'on a l'habitude de vivre. C'est-à-dire que là, nous allons voir le film d'un chercheur qui s'appelle Sylvain Bernard et qui, il a fait le scénario, il est comédien et il a inventé la petite marionnette qu'on peut voir dans le film. Crass est amnésique. Qui est-il? D'où vient-il? Le professeur Bogdanov, alcoolique et en disgrâce, veut percer le mystère pour restaurer son image. Mais Crass a ses propres idées. Non mais professeur, arrêtez tout, c'est la solution. Vous avez vu les dernières nouvelles de Star Wars? La zone de combat du tour de stéroïdes. Figurez-vous que j'y ai vu peu ou prou cette météorite, professeur. C'est la preuve formelle que devient un sang de stéroïdes. D'où ma musculature hypertrophiée. Astéroïde, pas stéroïde. Oui, Son truc, c'est un pauvre galet. Ah non, professeur, ça je peux pas vous laisser dire ça. Une météorite comme celle-ci, il y en a des tonnes dans l'espace. Non, il n'y a pas de météorite dans l'espace. Ah bon? Une météorite, c'est un caillou de l'espace qui a touché le sol. Avant que ça touche le sol, on n'appelle pas ça une météorite. Ton truc, là, c'est un galet pourri, là. Regarde, je vais te montrer une météorite, tu vois. Regarde. Ça, c'est une météorite. Tu vois la différence? Tu vois, la météorite, on la reconnaît parce qu'elle a une croûte de fusion, tu vois. Quoi, une croûte de fusion? Quand un caillou de l'espace percute l'atmosphère, là, ça comprime tellement l'air que ça crée un plasma plus chaud que la surface du soleil. Alors, ça fait fondre toute la surface du caillou. Tu vois. Mais ça fait pas fondre l'intérieur, tu vois. Ça s'en est une autre, on voit l'intérieur, et tu vois bien, c'est pas fondu. Voilà. C'est grâce à ça qu'on sait si on a un fragment de planète, d'astéroïde, de comète, Ah mais c'est ça? Oui, c'est ça. Mais c'est dans un astéroïde de comète que réside mon peuple, magnifique et secret. Non, astéroïde et comète, c'est deux choses différentes. Ah bon? Oui. Une comète, c'est une petite boule de glace et de poussière qui fait quelques kilomètres de diamètre et qui a une orbite super excentrique. Ça se barre très très loin du soleil, et puis quand ça se rapproche, là, la glace se sublime, ça devient du gaz, quoi. Puis t'as une chevelure qui se forme, alors c'est une sorte d'halo de poussière, puis t'as des queues de plasma, de poussière, des queues de plasma et de poussière, qui peuvent faire plusieurs dizaines de millions de kilomètres de long. Une comète, c'est... Alors qu'un astéroïde, finalement, c'est un petit corps rocheux qui fait quoi, moins de 1000 km de diamètre, si l'on appelle ça une planète naine, et puis qui, pour la plupart, en tout cas, tourne comme des planètes, quoi, en fait, autour d'une étoile. Il n'y a rien de... Mais c'est ça, professeur. Oui, c'est ça. Mais si, mais c'est complètement lumineux. Une étoile filante, professeur. Mais si, délaissant ma tribu astéroïdale pour envoyer un sans retour, j'ai perforé les animes interstellaires Astoval sur mon étoile filante. Et pas n'importe quelle étoile filante, hein. Une qui filait droit, je peux vous le dire. Ça n'a aucun sens. Une étoile filante, c'est pas une étoile qui file, enfin c'est même pas une étoile tout court. Ah bon? Une étoile filante, c'est une traînée lumineuse là dans le ciel qui disparaît très vite là. Ah oui, mais c'est quoi alors? Une étoile filante, ça se produit quand une poussière de l'espace se fait totalement abraser par l'atmosphère. Voilà. Une étoile filante, finalement, c'est un phénomène atmosphérique, quoi. C'est un météore. Ah bah non, ça peut pas être un météore, professeur. Un météore, c'est un caillou qui a touché le sol. Vous me l'avez dit pas plus tard que maintenant. Non, tu confonds météorite et météore.
Tout phénomène atmosphérique est un météore. C'est pour ça qu'on parle de la météo quand on parle du temps qu'il fait. C'est la météorologie, l'étude des météores. La pluie, le vent. Oui, bon, non mais d'accord, mais enfin vous jouez sur les mots, professeur. Mais si, tout de même, parce que, je veux dire, ne vous en déplaise, je suis tout de même arrivé ici, jusqu'à vous. C'est un fait. Et donc, réfléchissez, professeur, parce que si je suis arrivé jusqu'à vous, d'autres ont pu le faire aussi. Donc, je ne suis certainement pas le seul. Oui, bien sûr. Et puis les envahisseurs sont parmi nous. Et puis la vérité est ailleurs. Certainement. Voilà. Et puis dans 2 secondes, tu vas nous dire que la pense permise, c'est toi et tes potes, quoi. La quoi? La pense permis. La pense permis. Et qu'est-ce que c'est un professeur? Qu'est-ce que c'est? C'est du grec. Pan le tout, comme dans pandémie. Et spermie, sperma, la graine, le sperme, l'ensemencement, quoi. La pense permis, c'est une théorie qui date de l'Antiquité et qui dit que la vie a été apportée sur Terre par les météorites. Tu vois? Sauf qu'on a cherché là-dedans. On a cherché dans les météorites. En fait, il n'y a aucune trace de vie. Et que dalle, la pense permis, ça tient pas la route. Alors après, il y a plein de molécules organiques là-dedans. Des acides aminés, des sucres. Et il n'est pas impossible, en tout cas c'est ce que les scientifiques se disent, que ces molécules organiques aient constitué les briques de base du vivant sur Terre, qu'elles aient contribué à l'apparition de la vie. C'est un vrai sujet de recherche en fait. Ça s'engueule dans tous les sens. Tu vois le truc, quoi, tu vois l'idée, tu comprends l'idée. Ah bah oui, voilà. Non mais, quel incroyable destin, professeur. Quel noble sacerdoce. Non mais imaginez, je suis quand même missionné par mes frères d'outre-espace pour inonder votre planète moribonde de mon sperme fécondatoire. Wouh! Non mais t'es un malade. T'es un malade, en fait. Bah non, professeur, moi je buse pas. Attends, si vous pouvez vous occuper un tout petit peu plus sérieusement de mon problème. Moi, tu crois que je fais quoi, là? Bah, faites chuter votre espérance de vie, professeur. Et moi, c'est toujours pas tout fier. On l'applaudit, bien sûr. Alors, Sylvain Bernard aurait pu être ici parmi nous parce qu'il travaille ici, dans cette institution qu'est le muséum. Mais bon, il était en congrès ou je ne sais quoi, enfin en tout cas il travaillait. En revanche, nous avons sa météorite, celle qu'il montre dans le film. Alors qu'a-t-elle de particulier cette météorite ? C'est une belle météorite, elle a été trouvée au Maroc et c'est un cadeau de Noël qu'on a fait à François, le responsable du réseau. Ah, encore lui ? Encore lui. Vous pouvez l'applaudir. Vous savez, pour l'ego, ça fait toujours du bien. Voilà, parce que je vais la redéposer là, parce que... oui, voilà. Maintenant, il y a une chose qui est évidente, c'est qu'il y a des météorites de différentes natures. Alors, comment on fait pour connaître leur nature différente, Emmanuel ? Je vais aller la remettre là-bas, cette météorite, hein, parce que ce sont des objets très précieux. Donc, je vais la remettre dans sa petite caisse, là. Ah, les météorites. Voilà, comme ça. Mais comme il y a plusieurs sortes, évidemment, il y en a qui sont entièrement métalliques, il y en a qui sont entièrement rocheuses, mais la plupart des météorites qui nous tombent dessus, c'est des météorites comme ça, ou aussi comme celle qu'on vient de nous montrer. Hein. Donc c'est des météorites primitives, voilà, qui, elles, n'ont vraiment pas changé depuis qu'elles se sont agglomérées. Alors, au début, je vous ai parlé de la croûte de fusion, mais il n'y a pas que la croûte de fusion. On voit un peu des zones ébréchées où on voit l'intérieur, vous voyez. Et si vous regardez bien, je ne peux pas voir en même temps ce que vous voyez. Ah, oui. Vous voyez que, par exemple, il y a des petites inclusions blanches. Vous les voyez, les inclusions blanches? Voilà, c'est pour voir que vous suivez. Et donc, ces inclusions blanches, ce sont les plus anciens solides qui ont été fabriqués dans le système solaire. Ils ont 4 567 millions d'années. Vous ne verrez pas plus vieux à cette échelle-là. Donc, c'est vraiment grand-papa qui est là. Voilà. On a parlé tout à l'heure des grains présolaires. Donc on a dit qu'au départ, la matière solide qui était dans le système solaire, c'était des petits grains qui s'étaient formés dans des étoiles avant le Soleil. Mais maintenant, on les retrouve quasiment plus, ces petits grains. Je vous ai dit que c'était très rare. Voilà, on a besoin du microscope, on les voit tout petits. Il s'est forcément passé un truc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début du système solaire, il a fait très chaud, surtout près du Soleil. Et donc toute cette petite poussière a été souvent vaporisée.
Et donc on a perdu un peu cette mémoire présolaire qu'on avait. Et ensuite, toutes ces vapeurs se sont refroidies, parce que ces températures n'ont pas duré très longtemps. Et les premiers solides qui sont apparus, les premiers flocons du système solaire, si on veut, c'est ces inclusions blanches. Donc c'est vraiment les plus anciens objets made in solar system, si on veut. Ces petites inclusions blanches. Là, on les voit bien, là. Ça, c'est les condes. Ça, c'est une grosse blague qu'est en train de nous faire Chloé. Non, mais c'est difficile parce que les inclusions blanches, il n'y en a pas tant que ça. Donc on en voit par exemple dans l'image de Bali ou des choses comme ça. Là, ça c'est quoi? C'est des inclusions blanches, oui ou non? Non. Non? Ah oui, oui, oui. Alors quoi? Oui, oui, moi je vois pas grande différence. C'est les grosses tasses les plus blanches, quoi. Voilà, les gros objets de forme irrégulière, là, blancs, un peu comme on en voit surtout vers le bas, là, enfin bon, un peu partout. C'est ces inclusions blanches dont j'ai parlé, hein, c'était celles qu'on voyait là-dedans, là. Oui. Voilà, ça c'est les plus anciens systèmes solaires. Donc si on coupe cette météorite-là, à l'ND, ça aura cette tête-là. On verrait ça. Oui, oui, c'est exactement le même groupe de météorites, donc ça aura exactement cette tête-là. Voilà. Maintenant, il n'y a pas que les inclusions réfractaires, il y a également les condres. Peut-être que Brigitte Zanda veut nous causer condres. Alors, bon, les chondrites, on ne sait pas ce que c'est. Pour eux, ils parlent des chondrites. Les condres, ils étaient tellement dépités que le système solaire se forme qu'ils se sont mis en boule, c'est ça? En gros. En fait, c'est... Ben voilà, vous les voyez, les condres, c'est ces petites boules-là qui font l'essentiel de la matière des chondrites. Et en fait, c'est simplement... Vous avez vu le capitaine Haddock là, avec son whisky quand il court derrière? Ou vous avez vu les astronautes dans la station spatiale, là, quand leur liquide se met en boule? C'est qu'en état de microgravité, un liquide, il est dominé par les forces de tension superficielle et il se met en boule, tout simplement. Donc ce qu'on sait des condres, c'est que ce sont des petits liquides, des petites boules de magma, en fait, qui ont cristallisé en état de microgravité dans le système solaire. Ils sont formés presque en même temps ou un petit peu après que les inclusions réfractaires, et ils font l'essentiel de la matière des météorites les plus primitives. Et en fait, ça nous renseigne sur qu'est-ce qui se passait dans le disque protoplanétaire qui venait de se former. Un beau condre à droite. Oui. Et une inclusion réfractaire à gauche. Aussi. Une inclusion réfractaire. Comme ça, on voit la différence. Une inclusion blanche, pardon. Comme on a parlé au début. D'accord. Non, mais des fois, il faut vous comprendre, hein, quand même. Alors, oh, c'est beau, ça. Ça, c'est un condre bizarre. Ça, c'est quoi? C'est aussi un condre, mais qui a cristallisé très rapidement. Alors, qu'est-ce que ça vous raconte, toutes ces belles couleurs? Alors, les couleurs nous disent quelle est la nature des météorites. C'est pas les vraies couleurs. Vous avez vu à quoi ça ressemble, une météorite, en vrai. Bon. Mais non, donc, mais quand on fait une coupe... C'est qu'on a fait une coupe très fine, hein, qui fait que 0,03 mm d'épaisseur, et on la regarde au microscope en transmission. Et puis on a un dispositif un peu bizarre qui agit avec la lumière, et donc ça fait apparaître ces couleurs assez mignonnes. C'est au fond la seule raison pour laquelle je regarde comme ça, mais qui servent aussi, le prétexte scientifique quand même de ces couleurs, c'est que ça permet d'identifier les minéraux. Savoir que voilà, les minéraux un peu vifs, c'est de l'olivine, etc. par exemple. Et ça nous renseigne sur les conditions dans lesquelles ces objets se sont formés, quels étaient les liquides qui existaient, quels étaient les solides qui se sont formés. Ça nous renseigne vraiment sur l'histoire de la formation de ces corps solides du système solaire. Ça nous permet de reconstituer combien de temps ça a mis à se former, dans quelles conditions. Est-ce que les planètes ont toutes la même composition? Sinon, pourquoi? C'est en étudiant ce genre d'objets qu'on est capable de reconstituer ça. Ouais. Comment ça vous fait réagir, Pascal? Alors, moi, je vois des cailloux, hein, ou des tranches de cailloux qui nous sont montrées là. Et il y a une chose qui m'intrigue, c'est de savoir comment ces cailloux, ces choses rocheuses, ont pu donner des choses vivantes, des êtres vivants. Et il a été mentionné dans le petit film là, une hypothèse. Bon, on est toujours dans les hypothèses dans ce domaine, qui s'appelle la panspermie par le professeur qui était... Sylvain Bernard. Bob Danoff. Voilà. Oui, et donc, la panspermie, ça dit quoi? Ça dit que la vie en question, ou les éléments fondamentaux de la vie, seraient venus précisément par des météorites.
Bon, alors admettons, la vie donc soit apparaît sur Terre, hypothèse 1, hypothèse 2, elle vient par des météorites, mais imaginons qu'elle soit venue par des météorites, ça repose la question un cran plus loin. Alors je vous la pose à vous. Si dans cette hypothèse de la panspermie, on imagine que la vie est apparue ou vient de l'espace, comment est-elle apparue dans l'espace ? C'est une manière de repousser le problème, en fait. Hein. C'est bien là que je voulais en venir. Bah oui, de toute façon, le principe de la science, c'est que quand on répond à une question, ça en pose plein d'autres. Et là, en l'occurrence, on peut pas... Enfin, si on dit la vie est qu'est-ce que la vie, déjà ? Il faudrait quand même déjà résoudre ce problème-là, qui n'est pas si facile, une réponse qui n'est pas si facile. Et puis ensuite, il y a des conditions extrêmement... Ils ont des cellules qui se répliquent, voilà. Ça, c'est la vie. Ça, c'est du vivant. Je peux vous garantir que dans les météorites, s'il y en a, c'est parce que vous avez mis vos gros doigts dessus. Hein. D'accord. Donc, sale. Ah, pardon, vos gros Mais doigts alors, sales donc, dessus. la panspermie. Alors, la panspermie, à l'heure actuelle, ce n'est pas une hypothèse qui est considérée comme extrêmement vraisemblable. Et on a des raisons pour ça. C'est qu'en fait, les molécules du vivant, en fait, ce qu'on appelle les protéines, hein, c'est la viande qu'on mange, c'est nos muscles, elles sont constituées de ce qu'on appelle les acides aminés. Et les acides aminés, ils existent sous plusieurs formes, en fait. Et ils ont une caractéristique, c'est des propriétés de symétrie. Alors, si vous nous envoyez le diaporama, puis je vais me mettre là-bas pour le regarder. Le diaporama, Yann, s'il te plaît. Les petites mains, là. Voilà. Donc, les molécules du vivant, hein, les acides aminés, ils peuvent exister sous plusieurs formes. Ils ont une propriété de symétrie. Si je vous montre ma main, là, vous savez que c'est ma main droite que je vous montre. Et les acides aminés, ils ont cette même propriété d'être droit ou d'être gauche. Et si on regarde à l'intérieur de la vie, les molécules du vivant, en fait, les acides aminés sont soit symétriques, soit il y a uniquement des mains gauches. Ici, vous voyez, il n'y a que des mains gauches dans les protéines du vivant. Et ça, c'est un des mystères, comment ça c'est possible. Si tu nous montres la diapo suivante, on va montrer les molécules qu'on trouve dans les météorites. D'abord, il y a une beaucoup plus grande variété. Il y a beaucoup plus d'acides aminés. Il y en a 70 différents dans les météorites. Et puis, vous voyez, il y a des gauches et il y a des droits. Donc, si tu nous montres la diapo suivante, ce que ça nous dit, c'est qu'à partir des météorites, on a pu extraire les acides aminés qui ont servi à former le vivant. En revanche, ce ne sont pas des molécules vivantes qui ont engendré les acides aminés qu'on trouve dans les météorites. En conclusion, ça veut dire que les météorites ont pu amener les matériaux nécessaires à la fabrication du vivant sur la Terre, mais elles ne sont pas arrivées avec des êtres vivants, en tout cas pas à des êtres vivants qui ressemblaient à ce que nous, on est à l'heure actuelle. Les origines de la vie, ça vous intéresse, vous, Brigitte? Les origines de la vie, bien sûr. Bien sûr. Fatalement. Fatalement, ce sont toutes nos origines, donc c'est toutes les questions qu'on se pose. C'est savoir où on est, qui on est, quelle est notre place dans cet univers qui est absolument immense. Alors, je voudrais savoir, à vous qui êtes scientifique, bon, on sait que nous sommes de la poussière d'étoiles depuis très peu de temps. Alors, peut-être depuis longtemps pour vous qui êtes jeunes, mais moi, qui suis très vieille, excusez-moi. Quoi? Pas tant. Pas tant que ça, pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Ah bah, comparé à une météorite, c'est pas beaucoup. Hein. Eh bien, moi, j'ai découvert que j'étais une poussière d'étoiles, c'est-à-dire que j'étais formée de ces grains de poussière venus des étoiles, et ça m'a changé ma vision des choses, de la vie, de moi-même, du monde qui m'entourait, dans les années 80. Donc ça fait une trentaine d'années. Et 30 ans, dans toute l'histoire des sciences, c'est rien du tout. Ça veut dire que jusque-là, personne n'avait jamais imaginé que notre histoire était liée à cette histoire du monde, de l'univers, des étoiles. C'est un grand bouleversement de ces dernières années. Il faut le savoir. Ce n'est pas une petite histoire comme ça. C'est très, très important. C'est bouleversant d'apprendre qu'on fait partie tous de cette même histoire. Est-ce que vous avez une petite réaction qui vous vient à l'esprit, là, maintenant, par rapport à ce que j'ai dit? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de quelqu'un d'un peu exalté,
C'est quelque chose qui vient de quelqu'un d'un petit peu exalté. En même temps, ça nous incite à l'humilité, c'est tout. On n'est pas grand-chose. Une petite poussière ou des assemblages de petites poussières d'étoiles qui vont sur une toute petite planète à l'intérieur d'un univers très très grand et très très ancien. Et maintenant, on va essayer de s'interroger avec Brigitte Zanda, Emmanuel Jacquet et Pascal Nouvel. Moi, je voudrais savoir quelles sont leurs interrogations à eux. Voilà. Ce sont des questions fortes. Moi, j'ai dit, on est tout petit. On est tout petit. On est tout petit. Maintenant, on peut se demander, est-ce que nous sommes un résultat typique ou pas? Est-ce que nous sommes un système solaire typique ou pas? Depuis les temps de Copernic, etc., on est habitué à penser être assez humble en se disant, bon, bah, finalement, la Terre, le Soleil, c'est rien de spécial. La Terre, c'est une planète parmi d'autres. Le Soleil, c'est une étoile minable, de masse minable, etc. Et puis, bon, on se rend compte quand même que c'est pas si courant d'avoir une Lune aussi grosse, par exemple. C'est pas si courant aussi, on n'en a pas trop parlé, mais d'avoir un système si bien ordonné avec les planètes rocheuses à l'intérieur, les planètes gazeuses à l'extérieur. Ça, c'est pas si évident. Et bon, et l'importance que ça peut avoir, c'est que si dans d'autres systèmes où tout ça a été mélangé, eh bien, on peut se demander s'il reste encore quelque chose en place pour former la vie. Donc c'est pas si évident de savoir si on est vraiment typique ou pas. Donc savoir si la vie existe ailleurs, c'est pas si évident que ça. Mais c'est pas évident non plus parce qu'on ne sait pas définir ce que c'est la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? Nous, tout ce qu'on sait, c'est la vie sur Terre. Et on ne sait pas vraiment la définir autrement qu'en parlant de cellules, d'ADN, etc. Parce que dès qu'on commence à être un point de vue un peu abstrait, on arrive à des contradictions. Il y a des gens qui disent que la vie, c'est quand on a du métabolisme et quand on a la reproduction. Mais la reproduction, on sait qu'il y a des cas en chimie où il y a des molécules qui peuvent favoriser la production de molécules du même genre, ce qu'on appelle l'autocatalyse. Et puis pour ce qui est du métabolisme, on a parlé des étoiles, là tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dit sur les étoiles? On a dit que les étoiles, pendant toute leur vie, on a osé parler de vie, il y avait des réactions nucléaires qui luttaient contre leur effondrement. Donc il y a une sorte de métabolisme, il y a une structure. Donc quelque part, on ne sait pas définir ce que c'est que la vie. Quand même. On sait qu'il y a des structures qui se reproduisent et que ça se produit, ça, sur Terre depuis un certain temps. Et qu'avant, il n'y avait pas ces structures-là qui transmettent à leurs descendants l'information pour coder leur structure. Ce n'est pas le cas dans le Soleil. Le Soleil ne va pas donner des petits soleils, alors que les humains ou tous les vivants donnent des reproductions d'eux-mêmes. Donc je crois que quand même, on a quelques définitions assez fiables de la vie. Mais il y a une question très intéressante, je trouve, qui a été effleurée là, quand tu as parlé de la vie sur d'autres planètes éventuelles. Supposons qu'il y ait effectivement, et je pense que c'est le cas, une vie sur une autre planète. Supposons qu'on puisse accéder à cette planète et qu'on envoie une fusée avec à l'intérieur un physicien ou une physicienne, avec un chimiste et puis un biologiste. Arrivé sur cette planète, donc on a supposé qu'il y avait de la vie, même peut-être de la vie ressemblant à celle qu'on trouve sur Terre. Le physicien, il n'y a pas de problème, il retrouve très vite les lois de la physique qu'il connaît sur Terre, parce que par définition, ces lois sont les mêmes. Le chimiste, ça va assez rapidement pour lui aussi, parce que les compositions de la planète sont peut-être pas les mêmes que sur Terre, mais ce sera la même chimie. Par contre, le biologiste, alors lui, il n'est pas du tout dans la même situation. Il doit tout reprendre à zéro. Il n'est pas du tout certain, effectivement, qu'il y ait de l'ADN dans les organismes qui sont là. Mais il y a, à coup sûr, quelque chose qui permet de transmettre l'information d'une génération à l'autre. Donc pas forcément de l'ADN, mais quelque chose de matériel qui permet cette transmission d'informations. Autrement dit, la physique, la chimie et la biologie ne sont pas du tout dans la même situation lorsqu'il s'agit de parler de l'origine. La physique et la chimie peuvent en parler parce qu'ils savent qu'ailleurs, la situation est la même qu'ici. Les biologistes ne peuvent pas du tout le faire. Et ça, je pense que c'est une des caractéristiques ou un des éléments de la définition de la vie. Est-ce que les physiciens et les biologistes travaillent ensemble, se posent ces questions ensemble aussi?
En fait, c'est le problème de la complexité des systèmes naturels. On peut mets ton micro un peu plus près. C'est le problème de la complexité des systèmes naturels. En réalité, on peut décomposer ce petit bout-là, ce petit bout-là, ce petit bout-là, mais un système naturel, c'est une infinité de systèmes individuels qui sont raccordés les uns aux autres, et c'est ça qu'on a du mal à envisager, en fait. C'est ça le problème d'essayer de comprendre la vie à partir de lois simples de physique et de la chimie, parce que c'est beaucoup plus complexe. Plus complexe. Et puis, il y a une particularité, c'est que ça a une histoire. Parce que si on dit le commencement de la vie, l'apparition de la vie sur Terre, donc que ça vienne d'éléments venus du cosmos ou de la Terre elle-même, ça commence de toute façon pas par des organismes très complexes. Pendant au moins 1 milliard, sans doute 2 milliards d'années, sur Terre, il y a eu uniquement des organismes invisibles. Des bactéries, elles existent toujours aujourd'hui, on ne les voit pas. Mais pendant très longtemps, il y avait de la vie qui était simplement sous cette forme-là. Et donc, il faut ensuite tenir compte de toute cette histoire pour arriver au moment où des organismes complexes apparaissent, comme nous, comme les mammifères, comme les vertébrés, autrement dit des organismes formés d'un très grand nombre de cellules. Et donc, la particularité de la vie, c'est qu'elle a une histoire et qu'elle retient et qu'elle raconte constamment cette histoire. Nous sommes, chaque organisme est le récit de l'histoire de ses ancêtres, raconté ou maintenu, dont la mémoire est maintenue dans ses gènes. Donc on a la mémoire de l'histoire de tout l'univers dans vos pensées, oui, dans nos gènes, dans nos cellules. Pas tout à fait, et c'est le point que je mentionnais tout à l'heure, pas tout à fait dans le même sens que la météorite est une trace de l'histoire qu'elle a vécue. Lorsqu'on dit que l'histoire peut être reconstituée à partir d'une météorite, on dit simplement qu'il y a une trace de quelque chose qui est là dans la météorite, d'un moment très éloigné. Lorsqu'on dit qu'un organisme vivant porte son histoire avec lui, ce qu'on veut dire, c'est qu'il la raconte lui-même. Au moment où il se forme, à partir de la toute première cellule dont il est constitué, juste après la fécondation de l'ovocyte et de l'ovule, qu'est-ce qui le fait devenir un organisme? Eh bien, c'est le récit matériel de cette histoire. Ça ne se produit pas ailleurs que dans le vivant. Ça vous parle? Complètement. Ah oui. Oui. Est-ce qu'on est seul? Est-ce qu'on est seul? En réalité, le problème, c'est que tant qu'on n'aura pas trouvé la vie ailleurs, on sera vraiment incapable de répondre à cette question. C'est-à-dire que faire la vie, c'est tellement compliqué, tellement difficile, qu'il faut une infinité de choses qui se produisent pour arriver à la vie. Et en même temps, on a une infinité de mondes dans lesquels la vie, elle est possible. Donc si tu multiplies l'infiniment grand par l'infiniment petit, le résultat, il est indéterminé. Donc finalement, à l'heure actuelle, ça reste du domaine de notre croyance. Est-ce qu'on pense que c'est probable? Est-ce qu'on pense que ça ne l'est pas? Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on n'y croit pas? Mais tant qu'on n'aura pas trouvé effectivement la vie ailleurs, ce qui là sera une preuve, on n'aura jamais vraiment la certitude. Alors, si je peux juste ajouter un petit quelque chose, il y a quand même un rapport entre les deux problèmes. Hein. Le fait qu'on est tout petit, c'est-à-dire que l'univers est très grand, et puis le fait de savoir s'il y a de la vie ailleurs, ça va ensemble. Parce que quand on dit qu'on est très petit, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres choses. Si on les chiffre, c'est, je crois, 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Je parle sous votre contrôle. 100 milliards de galaxies dans lesquelles il y a à nouveau autant d'étoiles. Donc ça veut dire 100 milliards multiplié par 100 milliards. Ça, c'est le nombre d'étoiles dans l'univers. Donc ça fait un 1 avec beaucoup de zéros derrière. Ça veut dire qu'il y a autant de chances qu'il y ait de la vie. Et autrement dit, si on tient compte simplement des statistiques, la vie c'est peut-être très très rare, ça apparaît peut-être très très rarement, mais étant donné qu'il y a beaucoup de circonstances dans lesquelles ça peut apparaître, eh bien on peut malgré tout dire qu'il est très probable, enfin en tout cas moi c'est ce que je pense, il est très probable que la vie existe ailleurs, sur d'autres planètes. Pas forcément la vie intelligente, pas forcément une vie qui se réfléchit elle-même, mais une vie qui se multiplie comme ça a été le cas de la vie sur Terre pendant très longtemps. Et ça, c'est simplement une évaluation statistique. 100 milliards multiplié par 100 milliards égale de grandes chances que la situation qui est sur Terre existe aussi ailleurs.
Mais peut-être que les physiciens... Juste pour ajouter, c'est aussi pour ça qu'il est très intéressant de déterminer s'il existe de la vie sur Mars ou pas. Parce que si on arrive à prouver que sur Mars, la vie est apparue indépendamment de celle sur la Terre, c'est-à-dire qu'on est sûr que ce n'est pas une contamination apportée par les sondes spatiales, etc., ça suggérera que l'apparition de la vie, ou au moins des formes primitives de vie, n'est pas quelque chose de si compliqué que ça. On sait de toute manière que dans les météorites primitives, on a de la matière organique relativement évoluée, au sens des acides aminés, des sucres, des bases azotés, etc. On ne sait pas très bien comment arriver de là à une cellule, mais si sur Mars on est arrivé à des cellules comme sur Terre on est arrivé à des cellules, alors que sur Mars c'est quand même un petit peu moins, c'est un petit peu plus hostile que sur Terre, enfin c'était un peu moins dans le temps, et bien ça suggérera que la probabilité dont on se pose la question sera pas si basse que ça, qu'on a des chances d'avoir toutes sortes de formes de vie ailleurs. Pour le moment, le fait de l'expansion, on sait que les étoiles, les galaxies voisines, s'éloignent de nous. Et quand on extrapole à l'envers, lorsqu'on essaye de rembobiner ce qui se passe, on se rend compte que tout devait être concentré en un seul point, en quelque sorte, il y a 13,8 milliards d'années. Donc on a l'impression qu'on est dans une histoire qui est relativement récente, puisque le système solaire, c'est il y a 4,57 milliards d'années, donc l'âge de l'univers, c'est juste 3 fois plus, quoi. Au-delà, c'est difficile de raisonner proprement, parce qu'on est à des niveaux d'énergie qui font que c'est une physique qu'on ne connaît pas bien. Et c'est difficile, et on ne sait pas trop si ça a un sens de dire au-delà, parce qu'on est aussi dans un régime où l'espace et le temps dépendent pas mal de la matière et de l'énergie qu'ils contiennent. Là, on est dans la théorie de relativité qu'on n'a pas voulu aborder ici. Donc, on ne sait pas. On a l'impression qu'il y a une certaine unité d'origine de l'univers observable, il y a 13,8 milliards d'années. Quant à savoir ce qui se passe avant, ou savoir s'il y a un avant, ça c'est disons, l'horizon de la recherche. Oui, c'est le début des questions qu'on appelle métaphysiques. Quand la physique ne peut plus répondre, on rentre dans la métaphysique, dans ce qui précède la physique. Et donc la question métaphysique par excellence, c'est la question pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et ça, les physiciens n'ont pas de réponse. Les météorites sont faites du même matériau que ce qui fait la Terre, en fait. Tous les éléments chimiques qui ont servi à former le Soleil et les planètes, ce sont les mêmes. En fait, c'était le même nuage de gaz et de poussière. Et donc, il n'y a rien dans les petites planètes qui constituent le système solaire qui ne se trouve pas aussi sur la Terre. Donc, si on pouvait prendre la Terre dans un creuset et l'écraser et tout mélanger, on aurait quelque chose qui a exactement la même composition que la météorite d'Allende qu'Emmanuel vous a montré tout à l'heure. C'est les mêmes matériaux exactement. Le capitaine Haddock, enfin le Tintin là, avec le calistène, l'élément chimique différent qui est apporté par une météorite, c'est absolument impossible. Alors il faut quand même rajouter peut-être un truc, c'est que la Terre au départ a été faite à base de cailloux comme ça, mais vous avez raison de dire que maintenant quand vous ramassez un caillou à la surface de la Terre, ça ne ressemble plus à ça. Parce que pour la Terre, il s'est passé quelque chose d'important qu'on appelle la différenciation. C'est-à-dire que la Terre, au tout début de sa formation, a tellement chauffé à l'intérieur qu'elle a fondu. Donc tout ce sur quoi on a parlé, inclusion réfractaire, Condre, tout ça, ça a disparu. Et puis aussi, le métal qui était au départ un peu partout dans la météorite, comme il était plus dense que le reste, il s'est concentré au centre de la Terre. Il a formé un noyau. Donc l'essentiel du métal qu'il y avait sur Terre est à 2900 km sous pied. Donc c'est pour ça que nous, à la surface de la Terre, on a très peu de métal. Donc c'est aussi pour ça, inversement, que dans les météorites, souvent, on a plus de métal que dans les roches de la surface terrestre. Mais c'est les roches terrestres qui ont tort. C'est les météorites qui sont normales. Je disais tout à l'heure qu'il y a de fortes chances qu'il y ait de la vie ailleurs. Pas forcément donc intelligente, mais ça peut être aussi une vie intelligente. Mais le grand problème, c'est d'avoir un contact avec l'éventuelle intelligence qui est sur cette planète. Il y a des équipes qui essayent de capter des signaux venus de l'espace qui pourraient être émis par cette planète, par cette éventuelle planète. Le problème, c'est que les signaux, ils vont pas plus vite que la vitesse de la lumière.
et les étoiles les plus proches sont à plusieurs années-lumière d'ici. Donc ça va être difficile de faire le téléphone, quoi. En gros, c'est dans un seul sens. Il faut dire tout ce qu'on veut dire sans espérer de réponse, quoi, à notre question. Je ne pense pas qu'il ait de limite, hein, à vrai dire. La métaphore qu'on pourrait utiliser, c'est comparer l'univers à la surface d'un ballon. La surface d'un ballon, dans une sphère, ça n'a pas vraiment de limite. Vous ne pouvez pas dire qu'on est arrivé au bout du ballon. Mais le ballon, globalement, on peut le gonfler ou le dégonfler. Enfin là, en l'occurrence, la question est de le gonfler. Mais on ne considère pas qu'il y a de vraies limites. On peut dire que de toute façon, nous, on ne peut pas voir ce qui est plus ancien que le Big Bang. Donc vous pouvez multiplier la vitesse de la lumière par le temps qu'on imagine pour le Big Bang. Et ça vous donnera une idée de l'univers, de la taille de l'univers observable. Mais on ne peut pas vraiment définir de vraies limites. Il n'y a pas de mur, quoi. Ce sont les questions qui font courir les chercheurs. Quand ils se lèvent le matin, ils se disent... Oh, mais de quelle matière je suis fait? D'où je viens? Est-ce qu'il y avait quelque chose avant le Big Bang? Est-ce que j'ai un rendez-vous ce matin? Quoi? Quand je me lève, la première question que je me pose, c'est qu'est-ce que j'ai comme rendez-vous aujourd'hui? Oui, oui, mais ça fait partie de l'histoire. Oui. Il y a Mabou qui a une question, mais il va falloir aller danser maintenant. Il faut travailler. Hein. Non. Oui, il veut poser une question, le danseur. Alors en fait, la question que je me pose, c'est qu'on parle de l'origine de la vie, donc par rapport à ces météorites et la formation du système solaire. Mais je voudrais savoir à partir de quel moment, ou est-ce que vous avez des pistes pour expliquer non pas seulement l'origine de la vie, mais l'origine de la vie intelligente. Parce qu'on a parlé d'intelligence, c'est-à-dire que bon, on parle de bactéries ou ce genre de choses, mais nous sommes quand même plus que des bactéries, nous avons des facultés intellectuelles, nous pouvons réfléchir et chercher les origines. Alors, est-ce qu'il y a des pistes pour expliquer ça? Oui, il y a beaucoup là encore de scénarios. Hein. Ce qu'on sait, les éléments à l'intérieur desquels se construisent ces scénarios, c'est qu'il y a 6 millions d'années sur Terre, il y avait une seule espèce qui a donné les deux espèces qui existent aujourd'hui, d'un côté l'homme, de l'autre côté le chimpanzé. Donc c'était une seule espèce il y a 6 millions d'années. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a 200 000 ans, sur Terre, existait un être humain qui est identique à nous. C'est-à-dire que l'être humain, avec les capacités qu'il a de langage, d'abstraction, d'imagination, tout ça, est sur Terre depuis 200 000 ans environ. Ce qu'on sait encore, c'est que dans ces 200 000 ans, il y a 95% du temps qui a été consacré à vivre dans l'état du chasseur-cueilleur, c'est-à-dire sans civilisation complexe. Alors, autrement dit, l'homme civilisé qui établit des protocoles de recherche, c'est un homme relativement récent, même si le processus, lui, est ancien. Voilà quelques éléments.
Comme ça que se termine ce Labo Origins consacré aux météorites. Des météorites aux origines de la vie. Un grand merci au Muséum national d'histoire naturelle qui nous a invités à venir vous présenter ce que nous savons faire. Un grand merci à Jenny, Yann, Eric, qui étaient au son, à la lumière. Un grand merci à Cédric Perras, à la musique. Emmanuel Jacquet, Pascal Nouvelle et Brigitte Zanda. On les applaudit. Et un grand merci à Chloé Champion. Elle s'appelle Champion. Et Mabou et Zara. Maintenant, vous venez tous saluer le public. Vous vous levez, vous venez tous. Allez, vous venez. Venez. Ah oui. Les artistes et les scientifiques sont des gens qui vous ont exprimé quelque chose qui est de l'ordre des émotions, comme on fait dans les théâtres, comme on fait. C'est pour ça qu'ils vont vous saluer comme des acteurs. Voilà, et on les applaudit. Voilà.